Merci, merci Rachid pour cette brillante communication. Bravo pour les trois orateurs de très grande qualité. Et les questions fusent et vraiment l'intérêt que vous avez monté et montré montre et aussi qu'on le voit à travers les questions des gens, des médecins qui sont là. Alors, j'ai discuté avec Saïd pour vous poser des questions avec des réponses courtes et précises. Alors, les questions sont généralement autour. Le premier thème où j'ai réuni les questions, d'abord sur les dangers éthiques et philosophiques de l'intelligence artificielle. Donc, on pose énormément de questions sur l'éthique, les dangers éthiques et philosophiques. Professeur Laurent Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez brièvement? Dangers éthiques et philosophiques. Alors, il y a plein de dangers éthiques potentiels, mais il ne faut pas que les dangers éthiques potentiels poussent le Maroc à louper le coche. Donc, je préconise d'avancer en réfléchissant à l'éthique et de ne pas faire de l'éthique l'argument pour conserver une médecine du XXe siècle quand d'autres pays passeront à une médecine du XXIe siècle. Excellent. Alors, le deuxième thème qui revient souvent et qui a amené beaucoup de gens à réfléchir sur le médecin de demain. Alors, comment, Rachid, Laurent et Hassan, comment vous voyez le médecin de demain, ou pas uniquement le médecin de demain, mais l'étudiant de demain ou l'homme de demain donc à travers l'intelligence artificielle et la montée en puissance? Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on va vers une séparation du corps médical en deux groupes. On va avoir des super médecins qui ne seront pas des ingénieurs, mais qui auront des capacités dans le domaine des technologies NBIC. Et puis, on aura des sous-médecins qui seront des assistantes sociales, qui exécuteront et qui ne comprendront pas la complexité de la médecine de demain. C'est-à-dire choisir une intelligence artificielle plutôt qu'une autre, choisir un protocole génétique, être capable de faire la synthèse du séquençage ADN d'un malade qui a une cardiomyopathie, ce ne sera pas accessible à l'ensemble des docteurs en 2035. Donc, je crois qu'on va vers une séparation du corps médical en deux. Alors, si on veut former beaucoup de médecins pour des raisons de santé publique, on aura forcément une séparation des médecins en deux, parce qu'on ne va pas avoir, si on forme énormément de médecins, on ne va pas avoir que des premiers couteaux. On aura pas mal de seconds couteaux qui auront une fonction plus sociale que médicale, parce que la médecine de demain va être très compliquée. Et je ne crois pas à la transformation du médecin, comme je disais tout à l'heure, en un ingénieur. En revanche, il va falloir des capacités de synthèse, des capacités d'analyse globale qui vont nécessiter une forte intelligence. Et si on forme trop de médecins, on aura des médecins qui seront sous-qualifiés par rapport à cette médecine de demain. Donc, il n'y a pas de solution simple, mais je crois donc à un élargissement voire à une segmentation du corps médical. Et on en parlait tout à l'heure, la Chine a longtemps eu un système de médical à deux vitesses. La France n'a réunifié les deux types de médecins qu'à la fin du 19e siècle, puisqu'il y avait les officiers de santé formés en 3 ans et puis les vrais docteurs en médecine formés en 6 à 7 ans. Et on en parlait hier, ceux qui ont lu Flaubert savent que M. Bovary n'était pas docteur en médecine. Il était officier de santé, il faisait fonction de médecin, mais il n'était pas docteur en médecine. Il avait un cursus de 3 ans, comme les médecins aux pieds nus en Chine dans les années 60 et 70. Donc là, il y a une réflexion qui n'a pas débuté. Comment on gère une médecine ultra complexe avec un corps médical qui est hétérogène, des gens capables de comprendre cette complexité, puis d'autres qui vont avoir plus de difficultés. Et ça, c'est une réflexion qu'on doit mener, je crois, à l'échelle de l'ensemble du corps médical et qui, pour l'instant, n'a pas été menée. Parce qu'on a parlé de beaucoup d'intelligence artificielle, mais le plus compliqué, ça va être de traiter les domaines où il y a énormément de data. Alors, la radio, c'est compliqué, mais le pire, ça va être la génétique. En données brutes, donc c'est 20 téraoctets, mais même si on raisonne en données net, on a quand même 1,5 million de SNP par rapport au gold standard chacun. C'est-à-dire que nous avons chacun 1,5 million de mutations de notre ADN par rapport au gold standard, c'est-à-dire à HumanRef, qui est la référence universelle. Vous voyez bien que d'être capable, même avec l'aide d'un ordinateur,
d'être capable de faire la synthèse d'1,5 million de mutations pour chacun de nos malades va être compliqué. S'il y a des gens qui se laissent noyer, qui sont noyés quand ils sont face à 4 data, ils vont être complètement paumés face à 1,5 million de variations, hein, ce qu'on appelle les SNP, les Single Nucleotide Polymorphism. Et donc, oui, on doit avoir une réflexion corporatiste au sens noble du terme pour savoir. Alors, cette réflexion, elle n'est pas spécifique à notre métier. Je faisais il n'y a pas très longtemps une conférence chez les experts comptables. Alors, contrairement à ce qui a été dit par mon collègue de Granville, moi, je ne crois pas du tout à la mort de l'expert comptable. Mais en revanche, ça va être très compliqué pour les comptables. L'expert comptable a un rôle de conseil extrêmement compliqué qui n'est pas automatisable. En revanche, on peut faire intégralement la tâche du comptable dans les toutes prochaines années. Et les experts comptables qui, en France, alors je ne sais pas comment ça marche au Maroc, mais qui sont responsables des comptables, se posent énormément de questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on les reconvertit? Est-ce qu'on les accompagne jusqu'à la retraite parce qu'ils ont rendu beaucoup de services, nos comptables, et qu'on ne veut pas les foutre à la poubelle? Ce ne serait pas humain. Et il y a une réflexion. Les experts comptables en France estiment que sur 100 comptables français qui travaillent pour un expert comptable, il y en a 3 à 5% qui peuvent devenir consultants ou experts comptables, mais il y en a 95% qui ne le peuvent pas, qui n'en ont pas les capacités. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, donc, que fait-on des gens plus fragiles et qui sont moins capables de comprendre ce monde extrêmement difficile d'un point de vue cognitif, avec des montagnes de données qu'il faut trier? C'est pas simple. Le plus difficile, hein, l'acte intellectuel le plus compliqué, c'est de trier les données. Et notre problème aujourd'hui, c'est qu'on est face à des montagnes de données. Et c'est ce qui est le plus compliqué. Pour les gens pas très malins, il vaut mieux avoir peu de données que beaucoup de données. Donc, on a un vrai danger de segmentation du corps médical, avec une élite médicale qui comprend tout ce monde et qui le régule, et puis des sous-médecins qui obéissent au premier type de médecin ou qui obéissent aux algorithmes d'intelligence artificielle, mais pour des choses simples, parce que de toute façon, la médecine complexe ne sera pas faite par des IA, parce qu'il y a plein de champs qui vont rester réservés à une médecine holistique transversale que l'IA ne fera pas, même si l'IA est capable de faire mieux. J'en avais parlé un peu tout à l'heure et notre collègue de Granville en a parlé, est capable de faire mieux que nous des choses de façon absolument incroyable. Si on avait dit il y a 15 ans qu'une IA serait capable de voir ce qu'elle voit sur un fond d'œil, alors que nous, on est incapable de le voir, on ne l'aurait pas cru. Mais ça n'est que le début. Parce que demain sur un fond d'œil, on va avoir des IA qui vont diagnostiquer des futurs cancers des années à l'avance, qui sur une analyse de protéome ou une analyse épigénétique vont prédire des années à l'avance l'apparition d'une tumeur ou d'une maladie chronique. Donc, il y a des choses où l'IA va nous dépasser, mais en tant que coordinateur et en tant que gestionnaire des protocoles et de la façon dont on confie ou pas la responsabilité à l'IA, nous sommes irremplaçables. Ce n'est pas une IA qui va décider de ce que fait une IA et de ce que fait, et de ce que fait le médecin. Par rapport à pilote d'avion, il y a une différence. Dans un avion, on a une possibilité assez rapidement d'avoir une IA qui prend complètement la main. Dès aujourd'hui, les pilotes prennent très rarement la décision face au système informatique. On peut imaginer des avions tout à fait sûrs en 2030 sans pilote. Les gens dans l'avion ne seront pas forcément rassurés au départ, mais ça fonctionnera très bien. Alors qu'en médecine, ce n'est pas envisageable. Il est hors de question qu'une IA remplace les docteurs sur la totalité de la décision médicale. On est vraiment à front renversé par rapport aux pilotes d'avion, parce que notre métier est beaucoup, beaucoup plus complexe que ce que fait un pilote d'avion. Il y a une exception, ce sont les métiers de l'imagerie qui, eux, risquent vraiment d'être dépassés par l'IA. D'ailleurs, c'est un dernier point. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, on continue à gérer les métiers de l'image séparément. Les anapathes, les histologistes, les dermatos, les gens qui font des fonds d'œil, les radiologues sont un métier différent. C'est totalement absurde. À l'ère de l'intelligence artificielle, tous ces métiers devraient être en fait des gestionnaires des IA visuels.
parce qu'il n'y a aucune différence entre l'anapath et la radio. Et comme je le disais tout à l'heure, on se rend compte qu'on arrive à faire de l'anapath virtuel grâce à des IA sur un scanner, ce qui était inconcevable. C'est aussi inconcevable il y a 10 ans qu'on fasse de l'anapath sur une radio que de savoir sur un fond d'œil si on est face à un homme ou une femme, ce que l'œil humain est incapable de faire, même pour le plus brillant des ophtalmologues. Hassan, comment tu vois le médecin de demain et la formation de demain et quel est le virage à faire? C'est justement la question que j'allais renverser, parce que moi, le médecin est d'abord formé. Je pense que le grand problème de la formation du médecin aujourd'hui, c'est cet écart ou ce conflit de génération qui oppose l'enseignant à l'enseigné. Et je pense, comme ils ne sont pas dans la même gamme technologique, il y a toujours un écart qui s'opère entre eux. Et je le disais, j'ai fait dernièrement une conférence à l'UM6 sur la médecine 2.0 ou l'université 2.0. Dès le moment où on a l'enseignant en médecine et l'enseigné qui sont pratiquement de la même génération au niveau technologique, je pense que les médecins vont avoir une formation de qualité qui est la même, il y a la même résonance. Par contre, quand il y a un écart de génération, regarde par exemple aujourd'hui, comment apprend-on à opérer? Je ne sais pas en urologie, mais par exemple en ORL, vous avez des cours de dissection qui vous permettent d'avoir la main en opérant sur des rochers, etc. Je ne sais pas. On a essayé à un moment de travailler et d'opérer sur des rochers artificiels avec des logiciels qui peuvent vous donner une impression vraiment de… Mais je pense que tout dépendra de la façon avec laquelle les étudiants vont être formés à cela. La projection, est, comme l'a dit M. Laurent, la projection est extrêmement difficile parce qu'elle est multifactorielle. C'est très difficile de penser aujourd'hui à comment on va être le médecin de demain, comment il va réagir face à une IA. Ça dépend quelle formation il aura eu à ce moment. C'est vrai que pour nous qui sommes un peu dans la transition, ça a l'air d'être moins compliqué. Vous voyez par exemple les médecins qui ont peut-être 10 ans de plus que nous, qui sont complètement largués quand on parle de ces choses-là. Et nous, certainement, devant ceux qui ont 10 ans de moins, ben on ne va peut-être pas parler le même langage aussi facilement parce qu'on est dans des phases adaptatives que ceux qui sont nés dedans n'ont forcément pas connu et donc ils vont avoir la transition et l'apprentissage qui est beaucoup plus facile. Donc, le médecin de demain, tout va dépendre de sa formation. Je pense s'il a une formation en phase avec la technologie, il ne va pas sentir la différence. Mais s'il est dans l'obligation de faire le pas entre, je vais parler d'enseignement traditionnel et de l'enseignement réellement dans les technologies. Vous avez vu aujourd'hui ce qui est tous les nouveaux dogmes d'enseignement, le funny learning, vous avez le serious game, vous avez bref, énormément de moyens qui il y a 15 ans n'existaient pas et qui aujourd'hui favorisent un peu l'étudiant qui est un peu, moi je pense qu'il est favorisé par rapport aux étudiants il y a 10 ans, comme dans 10 ans, les étudiants à ce moment-là vont être favorisés par rapport à ceux qui sont actuels. Donc la question est de réponse très difficile. Tout dépendra de la qualité de la formation qu'aura le médecin au moment donné. Rachid, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu es le plus jeune de la bande et que tu es un peu la transition entre les deux générations. Comment tu Écoute, vois? moi, je pense que on est en face d'une situation qui est vraiment très very challenging. Pourquoi? Parce que d'une part, il va falloir travailler sur les nouvelles technologies, bien les maîtriser, bien les connaître, ne pas rater le virage, d'une part, et d'autre part, avoir et cultiver son sens de transversalité et d'esprit critique. Parce que c'est ça, en fait, qui va faire qu'on aura toujours cette supériorité par rapport à l'intelligence artificielle. On ne peut pas être juste de bons techniciens. Si on est juste de bons techniciens, on sera dépassé. Effectivement, il faut qu'on ait toujours ce sens d'innovation, ce sens de vision un peu transversale. Un ophtalmo qui s'intéresse à la cardio, à la dermato, qui regarde à droite et à gauche. Je pense un cardio qui voit un peu ce qui se passe en néphro. Il faut que vraiment qu'on garde un peu ce sens de transversalité. Je pense que c'est vraiment important. Et puis surtout pour nos enfants, il faut vraiment qu'on cultive ça parce que aujourd'hui, il faut que nos enfants lisent, qu'ils lisent vraiment beaucoup, parce qu'il faut vraiment qu'ils reviennent vraiment je dirais, aux élémentaires. Hein.
lire les grands classiques, lire de la philosophie. Il faut vraiment qu'ils travaillent sur ça parce que c'est ça qui fera la différence. Sidney, j'ai une réflexion de taille, si tu le permets. C'est en fait aujourd'hui, tu sais, l'intelligence artificielle est en train de s'offrir à nous et de se rendre peut-être indispensable. Le problème, à contrario, c'est comment le médecin pourra à l'avenir se dédouaner de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il ne sera pas dans l'obligation d'avoir cette aide au diagnostic? Est-ce qu'on l'aura, on ne pourra pas lui reprocher demain aux prémices de cette intelligence artificielle de ne pas avoir utilisé telle et telle machine dans le but d'avoir un diagnostic plus précis? Je pense que la réflexion, elle est de cet ordre-là. Professeur Laurent Alexandre, vous voulez… Voilà, allez-y. Alors moi, je vais vous dire, la réponse, elle est très dure. Mais ma conviction, c'est qu'une bonne partie des médecins n'auront pas le droit de désobéir à l'intelligence artificielle. Donc, il y aura en fait des permis de désobéir à l'intelligence artificielle qui seront réservés dans chaque profession aux meilleurs. Donc, les gens de l'élite médicale qui auront démontré que dans un nombre respectable de cas, ils avaient raison contre l'IA, ben, ils auront le droit de désobéir à l'IA. Et puis, quand on sera un second couteau, on sera obligé de faire ce qu'on fait, ce qu'a dit l'IA, parce que sinon on risquera un procès ordinal, un procès tout court, parce que si on a moins de bons résultats sur la chimiothérapie des gamins que les protocoles dictés par l'IA, eh ben, les parents attaqueront. Donc, le grand danger, c'est qu'on ait en fait un petit groupe de professionnels, une petite élite qui ait le droit de désobéir à l'IA, et puis que les autres n'aient pas le droit. Si ça intéresse certains, j'avais fait un papier là-dessus. Désobéir à l'IA sera le luxe des élites. Et je le pense vraiment. Alors, on a une autre façon de répondre à cette question qui n'est pas politiquement correcte, mais qui n'est pas inintéressante pour un corps social comme le nôtre. C'est le problème du pognon. Comment on peut garder un corps médical fait de premiers couteaux capable de gérer cette révolution si les médecins gagnent demain beaucoup moins que les autres professionnels? Vous voyez, chez Google, les gamins, ils sont souvent embauchés à 250 000 €, 2,5 millions de dirhams par an, à 25 ans. Et assez rapidement, quand on est bon, mais c'est pareil chez Facebook, c'est pareil, on est rapidement à 1, 2, 3, 4, 5 millions de dollars par an. Je ne parle pas du bonus à 100 millions de dollars sur un an d'un développeur informatique particulièrement bon en IA. Si on est des gagne-petits en médecine, pendant que des gamins de 30 ans gagnent 10 fois plus quand ils sont bons en IA que nous, on va avoir une fuite des meilleurs médecins vers les autres métiers avec une paupérisation de la médecine. Or, une médecine paupérisée voudra dire une moins bonne médecine, parce que la médecine très complexe qui arrive ne peut pas être gérée par des seconds couteaux, même si ça n'est pas politiquement correct de le dire. Donc, en fait, on a un lien assez étroit entre notre formation, notre niveau et le pognon qu'on gagne. Si on est un corps social paupérisé, eh bien 100% d'entre nous obéira à l'intelligence artificielle parce qu'aucun d'entre nos descendants en 2045 sera suffisamment malin pour apporter une plus-value par rapport à l'IA. Donc en réalité, ce problème de désobéissance face à l'IA, il dépend de notre statut social futur. Est-ce qu'une bonne partie des médecins de 2040 seront des premiers couteaux ou des seconds couteaux parce qu'on les aura payés au lance-pierre et que tous les bons, au lieu de faire médecine, eh bien, ils seront dans l'univers des technologies développées par les géants de l'IA. Saïd, notre président. Laurent, est-ce que dans la réflexion en médecine, est-ce que dans cette réflexion de demain concernant l'implication de l'IA dans la médecine, est-ce qu'on implique des médecins? Ou est-ce que c'est seulement les géants de l'économie mondiale, c'est seulement les géants de l'informatique actuellement qui décident et qui décide un petit peu des programmes et des réflexions? Alors, l'entrée des géants de l'intelligence artificielle dans la médecine, c'est récent. L'investissement de Google dans Calico, c'est 2013. Ça fait 7 ans. Donc, le processus est encore lent. L'entrée d'Apple et d'Amazon dans la santé, c'est il y a 18 mois. Donc, on n'est pas face à un mouvement très ancien. On n'a pas beaucoup de recul. Globalement, pour le dire cruellement, notre métier étant très individualiste, et comme nous sommes habitués à travailler perso et à ne pas travailler ensemble, il n'y a pas eu beaucoup de réflexion.
Même aux États-Unis, la réflexion de l'American Medical Association sur ces sujets-là, elle est embryonnaire. C'est le cas aussi dans les pays européens et il n'y a pas de raison que ce soit différent chez vous à Casa. Donc, et dans les autres villes Et ça, je pense, c'est un danger pour la profession médicale finalement. Bien sûr que c'est un danger. Il faut essayer de s'organiser en corps médical pour essayer de défendre les droits des médecins pour qu'ils gardent leur place. Ma conviction, c'est que pour que le corps médical garde le pouvoir médical, non pas pour refuser l'IA, mais pour exister à côté de l'IA, il faut qu'on soit bon et donc correctement payé pour que les élites fassent de la médecine et que les élites ne fassent pas que de l'IA et des métiers ultra rémunérateurs. Globalement aujourd'hui, alors c'est un peu moins vrai aux États-Unis, globalement aujourd'hui, les médecins sont moins bien payés que d'autres professions, que d'autres corps sociaux. Or, la médecine va être probablement le métier le plus compliqué en 2030, en 2040, va être extrêmement compliqué. Et donc, je pense que nous devons nous battre à moyen terme pour maintenir notre statut social et pour être un métier qui attire les premiers couteaux. Sinon, effectivement, je le répète et j'en ai la profonde conviction, nous signerons des ordonnances PDF que les systèmes d'intelligence artificielle des géants du numérique auront écrit et nous n'aurons pas nos descendants n'auront pas la capacité intellectuelle de désobéir à l'IA parce que ce sera trop compliqué, parce qu'ils n'auront pas le statut social pour se défendre et que comme il restera plus que des médiocres en médecine, de toute façon, les gens n'écouteront pas le professeur Duchemol, ils préféreront l'intelligence artificielle d'Amazon parce qu'ils auront vu que le taux de guérison de leur gamin leucémique est de 94% avec l'IA de Facebook ou de Baidu, alors qu'elle est de 61% avec le professeur Duchemol à Nancy ou à Londres. Donc là, il y a une réflexion collective qu'on n'a pas commencé à mener et qu'on doit mener sans tabou et sans naïveté. Alors, il y a une transition extrêmement importante. Pour un pays comme le nôtre, le Maroc, est-ce que c'est l'intervention des trois orateurs? Quelles sont les directions que vous aurez à donner pour décider de l'avenir, de l'éducation, de la formation pour un pays émergent comme le nôtre? Quels sont les grands axes sur lesquels on devrait travailler très rapidement pour former le médecin de demain, l'homme de demain qui sera en équilibre de phase avec l'intelligence artificielle? Je laisse peut-être les Marocains parler avant moi. Moi, je pense que la première réflexion, c'est, comme je le dis tout le temps dans pratiquement toutes mes conférences et mes prises de parole en ORL, on a toujours tendance à vouloir importer des données épidémiologiques, cliniques et stratégiques et les appliquer à notre pays. Je crois que là-dessus, je ne serai jamais d'accord parce que regardez ce qui s'est passé avec le Covid, pour prendre que cet exemple-là, alors que tous les pays riches ont connu la déferlante et ont compté leurs morts, et que notre pays, avec le reste des pays d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, ont eu que très peu de cas. Je pense qu'il y a, au-delà de la sévérité et du danger du Covid, il y a également d'autres questions qui interpellent. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse calquer notre prise de position par rapport à ce qui s'est passé en Italie, en Espagne, ou aux États-Unis ou ailleurs. Et c'est la même chose pour les datas. Je pense que les datas, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons fonctionner avec une IA américaine ou une IA chinoise ou une IA qui est forcément pas applicable dans le contexte certainement épidémio-clinique de notre pays. Donc je pense que, j'en veux pour preuve, et je pense qu'il y a beaucoup de pneumologues qui nous écoutent, la tuberculose aujourd'hui au Maroc, vous pensez que si on avait des données numérisées regroupant la totalité des cas sur le territoire, vous pensez qu'on n'aurait pas il y a longtemps tiré des conclusions plutôt que d'avoir une petite série à droite, une petite série à gauche, sans pouvoir brasser les informations et les recouper? Donc d'abord, je pense qu'il faut faire un travail énorme de numérisation des données médicales. Ces numérisations, bien sûr, vont devoir remplir
tout le contexte réglementaire et juridique en vigueur. Il faut que le CNIL, l'équivalent du CNIL en France, c'est-à-dire la CNDP, la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel et confidentiel s'en mêle, et qu'on mette en place une structure qui puisse héberger ces datas de santé. Comme en France, vous avez bien vu, toutes les datas sont accessibles. Et puis qu'on puisse faire justement des recoupements, ne serait-ce que sur des données épidémiologiques d'abord, en disant dans telle forme on a telle situation, dans telle autre on a ces bacillifères quand on a telle chose. Mais on manque crucialement de données. Nous n'avons que de petites séries ici et là. On a du CHU Intel, de l'Oriental, de celle de Fès, etc. Pourquoi ne pas avoir des données comme un registre des cancers, des données qui sont, des données qui sont à l'échelle territoriale? Et à ce moment-là, je pense que demain, si on a la possibilité de mettre en place une IA locale, eh bien, cette IA aura des données qui seront des données locales et qui seront certainement rapportées à notre expérience, et on pourra s'en vanter plutôt que de devoir à chaque fois importer des informations qui ne remplissent forcément pas nos contextes épidémiologiques et socioculturels. Je ne sais pas ce qu'en pense. Rachid, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il faut surtout travailler sur la formation en fait, des plus jeunes. Il faut vraiment travailler avec les plus jeunes pour qu'ils aient ces doubles cultures. Donc là, moi, j'insiste vraiment sur ça parce que ce qui va faire la différence, c'est surtout la transversalité des gens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le travail des sociétés savantes. Il faut vraiment que les sociétés savantes établissent, par exemple, là où l'IA a la possibilité de poser un diagnostic et là où elle n'a pas le droit. Alors, je ne sais pas si elle aura vraiment le poids contre Amazon et Google, mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment que les sociétés savantes, effectivement, soient conscientes de ces enjeux, notamment dans les spécialités où il y a vraiment le plus de risques. Je parle de radiologie, je parle d'anapath. Et donc, effectivement, il faut vraiment que ces sociétés savantes se saisissent de ce sujet et qu'elles en parlent et qu'il y ait véritablement une véritable discussion de fond, effectivement, sans tabou, et pour essayer de trouver une solution qui permettrait de garder la place centrale du médecin. En parlant de radiologie, mon ami le professeur Fakher, qui est radiologue, qui défend les radiologues, il dit l'intelligence artificielle ne remplacera pas le radiologue. En l'occurrence, le radiologue qui utilisera l'intelligence artificielle. Il remplacera celui qui n'utilisera pas. Bon, c'est une réflexion de notre ami. Alors, à Laurent Alexandre, dans le sillage, vous avez des conseils à donner, des directives à donner, peut-être pour les générations futures? Je regarderais bien de donner des conseils. Non, mais je vous ai dit, moi, il y a un truc qui me semble important. Bien sûr qu'il faut former les jeunes. Je suis tout à fait d'accord sur les bases de données. Cette médecine, elle suppose des bases de données, et notamment des bases de données locales, parce qu'il y a des spécificités. Et si le Maroc a été peu touché par le Covid-19, il y a des raisons, et qui sont des raisons qui méritent d'être analysées. Et ce n'est pas grâce à l'hydroxychloroquine qui a une efficacité absolument nulle. C'est pour des raisons épidémiologiques locales qui sont très intéressantes à analyser. Il y a un dernier point qui me semble intéressant et qui est ma sensibilité de créateur d'entreprise. C'est que je vous disais tout à l'heure, et j'en suis convaincu, que je pense que le Maroc a une carte à jouer énorme en Afrique, sur la médecine en Afrique. Et je pense que vous devriez sensibiliser les jeunes générations pour en faire aussi des start-upers qui assurent le rayonnement du Maroc sur la santé en Afrique, parce que je suis persuadé que le Maroc a une énorme carte à jouer et sera un pôle médical extrêmement important. Je ne crois pas que l'Algérie va remonter en matière médicale dans les années qui viennent. Je pense que les problèmes sociaux en Algérie vont continuer à tirer l'Algérie par le bas. Et donc, je pense que vous avez une carte à jouer formidable et qu'il y a énormément de start-up à créer pour le marché marocain, mais aussi pour le marché africain, qui va devenir un marché significatif dans le futur, même si aujourd'hui, le produit intérieur brut par habitant n'est pas très élevé en Afrique subsaharienne. Mais sur ce continent qui va dépasser 4,5 milliards d'habitants à la fin du siècle, il y a un immense marché pour le Maroc, même si le Maroc ne va représenter à la fin du siècle qu'1% à peu près, 45-50 millions d'habitants tout mouillés, de la population d'Afrique. Donc, je pense que de créer des pépinières de start-up, notamment dans le domaine des systèmes d'information et de l'IA,
dans les CHU marocains serait une bonne idée pour diffuser et pour créer beaucoup de valeur pour le Maroc, parce que l'IA appliquée à la santé et l'informatique au sens large du terme va être un immense marché. Et cette carte à jouer, je pense que vous devriez la jouer plus. Et ça passe par la sensibilisation des jeunes, le développement d'incubateurs de start-up dans les CHU et la sensibilisation. On devrait au Maroc donner des cours de start-up, des cours de finance aux jeunes pour les pousser à créer des start-up made in Maroc qui créeront demain beaucoup de valeur, beaucoup d'influence géopolitique pour le Maroc. Et je parlais tout à l'heure d'Almara, de l'Omnium nord-africain. Ce schéma de développement du Maroc vers le continent africain à partir de Rabat et de Casa est un modèle d'avenir qui se décline très très bien dans la médecine. Donc la santé made in Maroc doit se développer et donc il faut donner des cours de management et des cours de sensibilisation à la start-up et encourager les gamins à faire autre chose que d'être clinicien. À Harvard, une bonne partie des gamins qui sont à la Harvard Medical School, ils finissent start-upers. Regardez la quantité de géants du numérique qui ont quitté la fac sans finir les études. Bien évidemment Bill Gates, qui n'a jamais fini ses maths, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, tous ces gamins ont quitté Harvard et les grandes facultés californiennes pour aller créer de la richesse. Ils ont créé beaucoup de richesse. Et le champ de l'intelligence artificielle et de l'informatique de santé, c'est un champ en milliers de milliards de dollars à la fin du siècle. Le Maroc pourrait vraiment prendre un petit morceau du gâteau, de cet immense gâteau pour l'Afrique qui, je ne vous apprends rien, va représenter 40% de la population mondiale dans 80 ans. Merci beaucoup pour les trois orateurs qui sont brillants, ce super webinaire. Alors, juste avant de terminer, je donne la parole à chacun de vous 1 minute pour un dernier message, mais 1 minute, top chrono. À toi, Hassan. 1 minute. Merci de commencer par moi. D'abord, je voudrais remercier pour 1 minute Lamkar qui a fait un magnifique webinaire. Je crois que c'est comme tu l'as dit, le webinaire des webinaires. Hein. Je pense pour en avoir fait plus d'une dizaine, je suis d'accord avec toi. La réflexion, c'est qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le professeur Alexandre, que le Maroc a des potentialités et qu'aujourd'hui, je pense que c'est une mise en bouche et une petite réflexion à l'échelle de la communauté médicale, de dire qu'aujourd'hui, nous avons des spécificités. Arrêtons de pomper les idées, elles sont bonnes à pomper ailleurs, mais je pense qu'il y a du travail, qu'on retrousse nos manches et qu'on travaille dans l'intérêt collectif et surtout de penser à ce qu'aujourd'hui, les data puissent servir demain. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui ouvrir les yeux pour essayer d'amasser des data et puis réfléchir ce que va donner demain le monde des data avant d'engranger le pas à l'intelligence artificielle dans notre pays. Rachid, ta minute. Alors, d'abord, merci beaucoup pour l'organisation de cet événement. Merci pour l'invitation. Donc, c'était vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses aussi à travers ces échanges. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, ce n'est pas le futur, comme certains le pensent, mais c'est bel et bien aujourd'hui. Donc, ça se passe aujourd'hui. Ceux qui pensent que ça se passera dans quelques années, ils se trompent complètement. Donc, c'est aujourd'hui. Donc, il faut d'abord commencer par se documenter, avoir l'information, lire et puis surtout réfléchir individuellement et collectivement à comment on peut effectivement ne pas rater le virage. Alors, juste avant de passer la dernière minute à Laurent Alexandre, comme je sais qu'il aime le cinéma, j'ai trouvé une belle citation de Woody Allen qui dit « L'intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise naturelle ». Voilà. Donc, à toi la parole, Laurent, pour ta dernière minute. Top, celle-là. Bon. Je vais vous dire quelque chose de géographique. Je vous ai déjà dit ce que je pensais sur les startups et sur la formation des jeunes. Je pense que le Maroc doit, pour devenir une grande puissance industrielle et une grande puissance en médecine, développer énormément ses échanges avec l'Afrique subsaharienne et développer des filiales médicales dans tous ces nouveaux métiers vers le sud. Et puis, le Maroc doit renforcer sa zone de point d'ancrage légitime par rapport à l'Europe.
Et je pense que le rayonnement de la médecine marocaine demain serait augmenté si on faisait avancer le pont entre Gibraltar et le Maroc, qui serait le moyen de développer des échanges absolument extraordinaires entre nos pays d'Europe et puis le Maroc. Il y a déjà un potentiel industriel extrêmement important au Maroc et vous savez combien de centaines de milliers de voitures sont produites déjà à Tanger par Peugeot et par Renault. L'augmentation des échanges entre le Maroc et l'Union européenne permettrait de faire, de mon point de vue, du Maroc un Singapour, le Singapour de l'Afrique, et ça n'est pas du tout péjoratif. Le niveau de vie à Singapour, c'est 2 fois le niveau de vie en Angleterre ou en Allemagne. Singapour est très riche, et de servir de point de communication entre nos 2 continents servirait globalement votre économie, votre société, mais servirait aussi au développement de la médecine marocaine, auquel je radote, mais je le répète parce que je le crois profondément, auquel je vois un très, très, très bel avenir dans les décennies qui viennent, même si, comme je le dis tout à l'heure, je ne sous-estime pas les difficultés de la médecine marocaine que je connais un petit peu parce que je suis sans arrêt fourré dans votre pays. Merci beaucoup, Laurent. Il y a un avenir radieux qui nous attend, qui attend nos enfants. Et je t'avais dit, Saïd, ça va être le webinaire des webinaires. Voilà, je te passe la parole pour la synthèse. Merci, mes chers amis. Écoutez, que dire après tous ces témoignages? Franchement, un grand merci. Au nom de tous les membres du comité de l'AMCAR, je tiens à vous remercier. Vous étiez excellents, on s'est régalé. On a eu beaucoup de témoignages sur les sites, sur la zone des questions. Donc, des gens qui vous remercient pour la qualité de vos présentations, pour la qualité du débat. C'était juste magnifique. Laurent, tu nous as honorés. C'était un grand plaisir de t'écouter. On a envie de t'écouter encore plus. Certainement, on va te réinviter si tu l'acceptes, bien entendu. Si tu acceptes notre amitié, on a un congrès qui est prochainement. Donc, les gens le réclament. Ils me le réclament tout de suite dans les discussions. Est-ce que ça sera possible que tu nous honores dans notre congrès national, éventuellement en novembre? L'invitation, elle est lancée. On en rediscutera après. Je te remercie beaucoup pour les témoignages que tu as fait pour la médecine marocaine et pour la position du Maroc qu'il peut avoir au sein de l'Afrique. C'est un témoignage solennel, c'est un témoignage qui est magnifique. Encore une fois, un grand merci et à la prochaine, Inch'Allah. Hassan, je te remercie beaucoup. Tu es un ami, tu nous as vraiment bluffé aussi avec ta présentation. C'était juste magnifique à t'écouter toi aussi avec tes réflexions et tout. Donc, ce n'est qu'un début de collaboration entre cardio et ORL. Et donc, l'avenir va être encore plus radieux pour nous tous. C'est Rachid, je ne te connaissais pas, honnêtement. C'est Ahmed qui a fait en sorte à ce que tu sois parmi nous. C'est juste magnifique de t'écouter, toi aussi. C'était magnifique. Tu as fait une présentation excellente, vraiment excellente. C'était de l'ophtalmologie, mais on peut transposer toutes ces données-là éventuellement sur toutes les autres spécialités médicales. Un très, très grand merci à Rachid. Merci à Ahmed pour ta brillante modération de ce topo. Je pense que ce topo, comme vous l'avez très bien dit, c'est le webinaire des webinaires. Il va rester dans les annales de l'AMCAR et de la cardiologie marocaine. Il va marquer un petit peu l'histoire de ce webinaire. Et voilà, donc on a eu beaucoup de participants. C'est grâce à vous, bien entendu. Encore une fois, un grand merci. Je voudrais remercier les laboratoires Hikma de nous avoir permis de se réunir ce soir. Et puis, je vous dis